Bonsoir et bienvenue sur Mediapart pour suivre cette soirée électorale spéciale, celle du deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, dès 20 h, nous vous donnerons bien sûr le nom du prochain président de la République. Mais avant, nous allons faire un tour de France rapide. À 20 h, on vous proposera plusieurs débats avec des universitaires et des politologues pour tenter d'expliquer, de donner les premiers éléments d'analyse de ces résultats. Et puis, toute cette soirée, nous sommes accompagnés par 3 dessinateurs de l'équipe de Battre la campagne. Battre la campagne, c'est cette opération que nous menons depuis novembre avec nos amis de la Revue Dessinée. Et vous pouvez trouver du reste sur notre page d'accueil 2 longs récits, les dessins depuis novembre que nous avons publiés et qui concernent Emmanuel Macron comme Marine Le Pen. Alors notre émission et l'intégralité du site de Mediapart sont en accès libre. Vous pouvez, tout en écoutant et en nous regardant, consulter toutes nos rubriques, toutes nos archives. Et puis vous pouvez bien sûr bénéficier d'une offre d'abonnement spéciale, 20 € pour un abonnement de 6 mois à Mediapart pour pouvoir lire tout Mediapart pendant 6 mois. Alors, je vous l'ai dit, avant 20 h, on a voulu parler de l'ultime actualité de cette campagne. C'est ce qui s'est produit vendredi soir avec ce qu'on a appelé les Macron Leaks. Et on va en parler avec Yann Philippin. Yann, bonsoir. Bonsoir. Et puis ensuite, nous reviendrons sur le contexte de cette campagne, c'est-à-dire ce que nous, journalistes à Mediapart, nous avons pu constater à l'occasion de nos différents reportages en France. Quelle France nous avons tenté de raconter, quelles sont ses tensions, quelles sont ses fractures. Et pour ça, on va en parler avec Lucie Delaporte, bonsoir, Michael Achdenberg, Faiza Zerouala et Dan Israël. Voilà. Mais pour commencer, donc, les Macron Leaks, vous l'avez vu, peut-être lu vendredi soir. On a publié un long article hier de Jérôme Mourdeau qui explicite cette opération, ou plutôt cette boule puante, comme nous l'avons titré, de dernière minute. Il s'agit de milliers de documents piratés dans différentes boîtes mail des responsables du mouvement En Marche et documents livrés en brut et par milliers sur la place publique, sur les forums Internet et relayés par Twitter et les réseaux sociaux et en particulier par tout un réseau qui provient de l'extrême droite américaine et puis tout ça ensuite énormément circulé. Yann, qu'est-ce qu'on sait de plus depuis 48 heures sur l'origine de ce leaks ? D'abord, il faut dire qu'il faut rester très prudent à ce stade. Une enquête judiciaire a été ouverte et c'est toujours très compliqué de retracer l'origine d'un piratage informatique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la piste russe semble quand même se préciser. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé beaucoup de caractères en cyrillique, c'est-à-dire l'alphabet russe dans les métadonnées. Et il y a même un nom qui apparaît dans certains documents, donc quelqu'un qui aurait soit ouvert, soit modifié des documents, et qui est un russe, qui est un responsable d'une société informatique, qui, comme par hasard, travaille pour plusieurs ministères russes, et donc est en gros un sous-traitant du Kremlin. Et lui est identifié dans ces documents. En tout cas, il y a son nom dans les métadonnées de certains documents. Alors, encore une fois, il faut être prudent. Peut-être que quelqu'un a ajouté ce nom pour créer une fausse piste, etc. Mais en tout cas, entre toutes ces métadonnées en cyrillique qu'on trouve dans certains des documents, et par ailleurs, la propagation du leak, et ça, c'est aussi très intéressant, on va dire qu'il y a un faisceau d'indices qui semble pointer du doigt la Russie au moment où on se parle. Pourtant, les documents ont été postés sur un forum qui est massivement utilisé par l'extrême droite américaine. Oui, ce qui est très intéressant et qu'a très bien montré notre spécialiste Jérôme Mourdeau dans son article, c'est qu'on a exactement le même mode de propagation pour le Macron Leaks et pour le faux compte, enfin le soi-disant compte d'Emmanuel Macron aux Bahamas. C'est-à-dire ça part de ce site 4chan qui est fréquenté à la fois par l'extrême droite américaine mais aussi les réseaux pro-Trump. Et ensuite ça se diffuse sur les réseaux sociaux
à la fois via la propagande trumpiste. Le premier qui a tweeté les deux fausses informations, c'est un monsieur qui est un propagandiste de Trump et qui avait déjà sévi pour la campagne électorale américaine en affirmant que le directeur de campagne d'Hillary Clinton animait un réseau pédophile dans une pizzeria de Washington. Oui. Donc c'est pour vous dire la crédibilité un petit peu du personnage. Et à chaque fois, c'est ce même homme qui tweet la fausse nouvelle le premier. Alors, la fausse nouvelle pour le compte juste préciser l'histoire du compte aux Bahamas. C'est sorti le jour même du débat de l'entre-deux tours. Ça a circulé sur tous les réseaux sociaux et ça a été évoqué par Marine Le Pen lors du débat. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment deux enseignements qu'on peut tirer de la propagation de cette fausse nouvelle d'un côté, le compte aux Bahamas, et le leak de l'autre. C'est que ça part de cet activiste pro-Trump, ça se diffuse via la propagande des Trumpistes et la propagande pro-Kremlin. Ensuite, ça se diffuse aussi via les responsables numériques du Front National. Et en bout de chaîne, c'est repris par les plus hauts dirigeants du FN, c'est-à-dire Marine Le Pen en plein débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron, qui lui dit « J'espère qu'on n'apprendra pas que vous aurez un compte aux Bahamas ». Et pour le Macron Leaks, un tweet de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui dit « Ah, peut-être que ces leaks nous apportera des choses que les soi-disant enquêteurs de la presse n'ont pas pu trouver ». Il dit même que c'est un naufrage démocratique qu'on n'ait rien trouvé sur Emmanuel Macron. Et donc on voit qu'en bout de chaîne, les deux fois, les plus hauts responsables du Front National, donc Marine Le Pen et Florian Philippot, n'hésitent pas à relayer ces fausses nouvelles ou ce leak. Et c'est pour ça que cette affaire nous apprend aussi beaucoup sur les méthodes du Front National, qu'on a dénoncées au fil de plusieurs enquêtes dans Mediapart. Et on a vu au cours de cette campagne qu'ils n'ont pas hésité à diffuser le faux de manière totalement éhontée. Marine Le Pen elle-même lors du débat. Je pense au faux tweet du Canard enchaîné. Pareil, au faux SMS sur portable attribué à des gens d'En Marche qui auraient menacé Marine Le Pen de mort, ce qui n'est absolument jamais arrivé. Donc on voit à quel point l'extrême droite profite de ça et n'hésite pas du tout à s'en servir. Alors, il semble que c'est exactement le même genre de piratage que celui qui était survenu lors de la campagne américaine, c'est-à-dire le piratage des boîtes du Parti démocrate, ce qui avait du reste créé un scandale et une crise grave au sein du Parti démocrate à l'été 2016. C'est à peu près pareil. Oui, alors pour le moment, il y a une société de cybersécurité américaine qui a publiquement fait un lien entre ces deux actions et qui pense, alors encore une fois, ce n'est qu'une seule source, donc cette société de cybersécurité, qui pense avoir fait un lien entre le Macron Leaks et un groupe de hackers qui s'appelle Pawn Storm et qui est soupçonné d'être à l'origine du piratage des boîtes mail du Parti démocrate pendant la campagne et qui est également soupçonné de ce groupe de hackers russes de travailler pour le Kremlin. Alors encore une fois, il faut rester très prudent, mais en tout cas, une société de cybersécurité voit dans ce groupe de hackers à l'origine à la fois du hacking du Parti démocrate et du hacking des boîtes mail de l'équipe Macron. Là, une enquête a donc été ouverte depuis vendredi soir. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Est-ce qu'on peut, dans le labyrinthe du web, remonter? C'est en théorie possible. C'est compliqué, mais c'est en théorie possible. En fait, l'informatique, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un jeu du chat et à la souris. C'est-à-dire que vous avez l'épée et le bouclier, et tout dépend qui est le plus fort. C'est-à-dire que les hackers peuvent être très forts, mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Et les contre-hackers sont eux aussi très forts. Donc tout va dépendre un petit peu du rapport de force entre des deux côtés. Mais ça reste quand même très compliqué. Alors, c'est des milliers de documents qui ont été comme ça jetés en vrac sur la place publique, on peut dire. C'est pas ça un leaks normalement. Non, c'est pas ça. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que avec mon collègue Mickaël, qui est à côté de moi, on s'est occupé des Football Leaks. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce propagandiste pro-Trump qui a lancé le hashtag, le mot Macron Leaks, en fait, il a fait ça exprès pour créer la confusion, c'est-à-dire entre cette fuite sauvage de données et les leaks tels que la plupart des gens les connaissent, c'est-à-dire les données qui sont traitées par des journalistes, comme ça a été le cas pour les Football Leaks. Et ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, grand 1, on ne met jamais des données brutes dans la nature. Pourquoi? Parce que dans les données brutes, il y a énormément d'informations sensibles, des conversations totalement privées, des numéros de téléphone, des boîtes mail. C'est-à-dire qu'avec ce Macron Leaks, ces gens-là ont délibérément mis sur la place publique des données personnelles de tout un tas de gens, y compris des gens qui, peut-être, dans quelques heures, seront amenés à avoir des positions de pouvoir très importantes. Donc c'est une agression et une irresponsabilité
totale. C'est en ça qu'on peut parler d'agression. C'est que ça ne respecte aucune des règles basiques, aucune des règles en particulier de protection. Pour les de la vie Football privée. Leagues, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 9 gigaoctets de données, tels que c'est pour le Macron Leaks, il faut des jours, voire des semaines pour les analyser, pour en saisir le sens, pour voir s'il y a des choses scandaleuses ou non dedans. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour le moment, il n'y a rien de scandaleux qui en est sorti. Or, on sait que le piratage a eu lieu il y a au moins une semaine, donc ça veut dire que les gens malveillants qui ont fait ça, ils avaient déjà une semaine pour analyser les données. Donc s'ils avaient trouvé quelque chose de scandaleux, ils l'auraient mis en avant, forcément. Et comme manifestement, ils n'ont pas réussi à trouver ça dans le temps qu'il en était imparti, ils ont tout balancé dans la nature. Et ensuite, vous avez tous les conspirationnistes de la Terre, et notamment les réseaux d'extrême droite, qui ont dit « Ah bah regardez, la presse n'en parle pas Voilà. ». Mais si la presse n'en parle pas, c'est que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas exclure qu'il y ait quelque chose dedans, mais au jour d'aujourd'hui, personne n'a rien trouvé de compromettant dans ce leak. C'est surtout qu'il faut ce temps d'enquête et de validation journalistique de ces documents, de leur contenu, etc. Sur les Football Leagues, vous avez travaillé combien de temps, Mika et toi? Alors pour que nos téléspectateurs se rendent compte, on a travaillé pendant 7 mois à 60. Ouais. 60 journalistes pendant 7 mois. Et il y avait 48 millions de documents, c'est ça? 18 millions de 18 documents. millions de documents. Voilà, et 1900 gigas. C'est-à-dire c'est des 200 fois plus gros que le Macron Leaks. Mais malgré tout, on était 60 pendant 7 mois. C'est-à-dire que pour exploiter ces données-là, il faut déjà une grande responsabilité professionnelle pour ne publier que ce qui est d'intérêt public et laisser de côté tout ce qui relève de la vie privée des gens. Et d'autre part, ça demande un travail de vérification qui est colossal. C'est des centaines et des centaines d'heures. Et c'est pour ça que tous les leaks, que ce soit les Football Leaks, que ce soit les Panama Papers, qui ont été sortis par un autre consortium, l'ICIG, qui a duré 1 an, c'est exactement la même chose. Ces fuites de données, ce sont des choses qui sont totalement chronophages, où il faut des très grosses équipes multinationales qui travaillent pendant des mois et des mois pour arriver à un résultat sérieux. Et donc, publier des données brutes dans la nature en disant bah, « allez-y, faites votre marché, nous on n'a rien trouvé, mais vous trouverez peut-être quelque chose ». Le tout, quand même, il faut le noter, à quelques heures seulement de la fin de campagne officielle, c'est-à-dire au moment où les médias avaient l'interdiction d'en parler. Et alors, il se trouve que l'opération a fait flop. Pourquoi? Parce que l'équipe d'En Marche également ne pouvait pas répondre puisque la campagne était terminée. Alors, il se trouve que l'opération a fait flop. Pourquoi? Parce que d'une part, les médias ont joué le jeu parce qu'ils ont tout de suite vu que c'était une manipulation. Et d'autre part, et ça, j'allais dire, c'est la chance qu'on a eue avec cette opération d'agression, c'est que apparemment, au jour d'aujourd'hui, personne n'a rien trouvé de compromettant dans ce leak. Mais imaginez le chaos qui se serait passé si jamais il y avait eu, ne serait-ce qu'un document qui avait eu l'air compromettant et qui aurait été balancé par des comptes Twitter de l'extrême droite russe, américaine ou française, en pleine période de diète médiatique, où tout le monde a l'interdiction de parler. Imaginez si une telle information s'était propagée sur les réseaux sociaux, le dilemme que ça aurait été pour le candidat Macron, théoriquement dans l'incapacité de répondre, pour les médias. Donc heureusement, on a échappé au pire, et on peut dire que l'opération a fait flop, mais c'est extrêmement inquiétant. Alors, l'élément intéressant, c'est que Wikileaks relaye ce leak. C'est-à-dire qu'il le relaye en mettant un lien sur sa page, après en faisant plusieurs tweets disant « attention, on est en train d'expertiser, etc. » Ce que d'ordinaire ne fait pas Wikileaks, puisque quand même une bonne partie des documents qu'il rend publics au préalable, il le rend justement en collaboration avec des médias et des journalistes. Nous, on publie en ce moment une série d'articles de Jérôme Ourdeau sur les outils d'espionnage de la CIA. C'est des documents qu'on a par Wikileaks, mais sur lesquels on fait un travail journalistique. Donc là, il y a une tension. Il y a une tension et qui renvoie à l'accusation qui est régulièrement faite à Wikileaks de se plier à l'agenda russe, pour dire vite. En fait, il y a eu 2 grandes critiques qui ont été adressées récemment à Wikileaks. La première, c'est de rouler pour le Kremlin, pour parler vulgairement. D'ailleurs, ce sont eux qui ont publié les fameux mails piratés du Parti démocrate américain. Et par ailleurs, ils ont été critiqués, et pas par n'importe qui, par Edward Snowden, c'est-à-dire le grand lanceur d'alerte qui est à l'origine des documents confidentiels de la NSA. Pourquoi? Parce que lors de leurs 2 dernières opérations, c'est-à-dire les emails du Parti démocrate, mais aussi les Turkish Leaks, c'est-à-dire ils ont publié des documents confidentiels de l'AKP, du parti du président Erdogan, à chaque fois, ils ont publié une grande masse de données brutes remplies d'informations personnelles.
qui relèvent de la vie privée des gens. Et là encore, c'est quelque chose qu'ils font depuis récemment. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, ils ne le faisaient pas. Ils ne le faisaient pas. Et ils ont été très critiqués pour ça, parce qu'ils ont mis en ligne des milliers d'emails, de numéros de téléphone, de gens, y compris par exemple pour l'opération turque, des anonymes, enfin des gens qui n'avaient pas de poste particulièrement important. Et ça, c'est une vraie dérive. Et nous, on a vraiment fait le choix, et c'est aussi le choix qu'ont fait nos confrères de l'ICIG pour les Panama Papers, de ne pas publier les documents bruts pour ces raisons-là, et de ne publier que les documents qui sont d'intérêt public, voilà, et qui démontrent un scandale, un comportement contraire à l'éthique ou quelque chose d'illégal. D'accord. Merci Yann, merci beaucoup de ces explications. Merci François. On retrouve tout de suite Hubert Huertas, Hubert qui va nous donner un peu tout au long de la soirée les différents résultats, les réactions, mais à cette heure, c'est-à-dire il est 19h17, on a déjà une idée à peu près sûre de la participation. On a une évaluation assez précise. Hein. La participation est évaluée à l'heure actuelle et elle devrait ressortir autour de ces chiffres de 73 à 74%. Donc, ça fait une abstention de 26 à 27%. Alors, ce n'est pas un record pour un second tour, mais comme je vais l'expliquer dans un instant, c'est tout de même un chiffre très important. Le record, il remonte à 1969. Il y avait eu 32% d'abstention. À l'époque, on avait eu au second tour un candidat de droite, Georges Pompidou, qui était devenu président de la République et qui était opposé à un candidat de centre-droit, Alain Poher. Et le Parti communiste, très puissant à l'époque, avait donné des consignes d'abstention pour ne voter ni pour bonnet blanc, ni pour blanc bonnet. L'expression était devenue célèbre, elle est rentrée dans l'histoire. Mais le chiffre d'abstention d'aujourd'hui, donc de ce second tour de 2017, est tout de même le plus élevé depuis cette époque, avec une caractéristique au second tour par rapport au premier, la participation monte en général, et bien là, elle a baissé de 4 à 5%. Donc, pour faire des comparaisons avec des seconds tours qui rappellent celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un second tour avec la présence du Front National, eh bien, aujourd'hui, il y a moins de participation au second tour avec Mme Le Pen fille, alors qu'en 2002, lorsque, à la surprise générale, Jean-Marie Le Pen s'était qualifié, eh bien là, les Français, au contraire, s'étaient mobilisés et il y avait eu beaucoup plus de participation au second tour. Donc il y a là une caractéristique qu'il va falloir analyser. Et puis à cela s'ajoute un phénomène qui pourrait se vérifier ce soir. Là, je vais être prudent parce qu'il s'agit de projections, mais il semble tout de même que les chiffres et les projections soient assez solides. Le taux de bulletin blanc ou nul devrait atteindre, selon ces projections, peut-être 10%, voire plus. Et là, ce serait vraiment un record. Grosso modo, ce serait 2 fois plus qu'en 2002, donc avec une configuration qui rappelle celle d'aujourd'hui, ou qu'en 2012. Ce sont là des données importantes. Si elles se vérifiaient, donc abstention et bulletin blanc, parce que ces données nuanceraient forcément, si elles se vérifiaient naturellement, le résultat des bulletins exprimés, même si ce résultat devait démontrer un résultat très, très, très large et qui aurait toutes les apparences d'être très net. Mais derrière cette netteté, il faudrait introduire cette nuance de l'abstention, donc, et cette nuance des bulletins blancs ou des bulletins nuls. On aura dans la soirée des chiffres probablement beaucoup plus précis. En tout cas, à 20h, on connaîtra, je peux déjà vous le dire, le nom du prochain président de la République, ou de la prochaine présidente, pardon. Bon, eh bien, Hubert, on se retrouve à 20h. C'est toi qui nous annonceras le nom, alors, hein? Ah ben c'est moi qui... Oui, ce sera moi qui aurai cet honneur. Et écoutez, j'en tremble d'avance. Bon, à 20h. D'ici là, on va essayer de raconter très rapidement un peu l'état de cette France que va trouver le nouveau pouvoir à travers nos reportages, un retour sur différents reportages qu'on a fait ces dernières semaines. Et on va commencer avec le personnage Emmanuel Macron. Et on a publié il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, quand Emmanuel Macron s'est rendu à Arras, puis à l'usine Whirlpool, on a publié un reportage de Michael Ashdenberg qui, pendant que toutes les télés faisaient le show devant l'usine Whirlpool, Michael, toi, tu as choisi de rester à Arras et de faire parler les gens là sur
quelle perception ont-ils d'Emmanuel Macron? Oui, c'est ça. En fait, j'ai voulu faire un reportage en même temps qu'il était devant les caméras à Whirlpool et à Amiens, où il avait commencé sa journée et dont il est originaire. J'ai voulu savoir à Arras, où il concluait sa journée par un grand meeting, ce que disaient les gens qui étaient un peu loin de cette campagne, en fait, comment il était perçu. Je ne savais pas s'il était perçu comme l'enfant du pays ou pas, et ce qu'on allait en dire. Et donc, je leur ai demandé assez simplement, en fait, ce qu'ils avaient retenu de cette campagne, et quelle image ils avaient de lui, et quelles mesures ils retenaient de sa campagne. Et disons que dans une journée comme ça, rencontrer des dizaines et de personnes avec qui on parle 15, 20, parfois 25 minutes, c'est quand même relativement rapide, même si on essaie d'approfondir. Il y a plein de choses différentes qui sortent, puisqu'on rencontre tout type d'électeurs. Mais enfin, se dégage quand même, je trouve, une très très grande méfiance. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de haine, le terme qu'a employé François Ruffin dans une tribune cette semaine. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, alors on verra s'il est élu ce soir et quel score il fera, mais s'il est élu, est attendu de pied ferme et que ça va être très difficile pour lui, parce qu'en fait, il n'a pas convaincu, même parmi les gens qui ont voté pour lui, même parmi les gens qui s'apprêtaient à voter pour lui, parce que j'ai aussi fait la queue de son meeting le soir. Ce qui ressort, c'est des personnes qui n'ont pas retenu grand-chose de sa campagne, même les mesures qu'il a le plus mises en avant, comme la taxe d'habitation ou autres, ressortent assez peu des discussions. On a l'impression que beaucoup parlent d'un personnage vide, abscon, parfois creux. Très distant, très loin, alors qu'en plus c'est quelqu'un de la région. Quoi. Mais Alors il n'est pas du tout perçu comme quelqu'un de la région, par personne, même parmi les gens qui l'apprécient, peut-être parce qu'il n'a pas fait une carrière électorale là-bas, c'est possible, peut-être parce qu'il est assez jeune aussi. C'est une région, les Hauts-de-France, dans laquelle Marine Le Pen, au contraire, fait des scores formidables. Alors à Arras, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est des scores qui ont été au premier tour assez en concordance avec les scores nationaux, c'est-à-dire que Macron a fait 24% et Marine Le Pen 21%, mais donc il est perçu comme un candidat qu'on ne situe pas bien. La seule chose qui est rattachée à son nom, c'est effectivement son métier, celui de banquier. Et c'est vrai qu'il l'a souligné ici vendredi soir, lors du live, que ça lui collait à la peau, mais à ce point-là, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une conversation où il n'est pas associé à ce métier, à son patrimoine, à sa richesse et au fait que du coup, il ne pourra jamais nous comprendre. C'est-à-dire qu'il est trop loin de nous pour savoir ce qu'on vit au quotidien. Et donc, du coup, déjà, on lui fait un procès d'être dans une autre sphère, dans un autre monde, et qui est celui, bizarrement, qui est critiqué généralement vis-à-vis des politiques. Et c'est assez paradoxal, parce que son atout, c'est le renouvellement. C'est-à-dire, à travers lui, ce que les gens souhaitent, c'est quand même sa jeunesse, revient beaucoup comme un atout très fort. C'est un élément, oui, l'âge, 39 ans, parce que ça nous change des Chirac et consorts. Très, très favorable, à part une actrice de Marine Le Pen qui m'a dit ça veut dire qu'il va falloir lui payer toute sa vie une indemnisation d'ancien président, ça va nous coûter très cher. Mais sinon, franchement, la jeunesse et le nouveau visage, parce que c'est quand même quelqu'un qui, même s'il est dans la politique depuis 4 ans, connu depuis 4 ans, apparaît comme nouveau, est vu comme quelque chose de bien, et surtout, le coup de pied aux fesses qu'il a mis au parti est perçu très avantageusement. C'est-à-dire le fait qu'il ait créé sa propre dynamique, son propre mouvement, est perçu très favorablement. C'est-à-dire il a su faire ça. Et puis surtout, il va mettre fin, ou c'est ce que les gens espèrent, à un vieux système où les gens ont l'impression que les postes sont distribués, chacun atteint son tour, etc. Et les gens n'en peuvent plus. Ça fait plusieurs années qu'on le chronique sur Mediapart. Donc il incarne ce renouvellement. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'effectivement, aucune des mesures de son programme ne semble imprimée à lire ce reportage. Pas du tout. D'une part, les gens n'ont pas retenu une mesure. Peut-être que François Hollande, c'était la taxe à 75% sur certains revenus. Peut-être surtout, c'était le rêve qu'ont vendu certains candidats. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron ne fait pas rêver personne. C'est-à-dire, il n'y a pas un récit derrière sa campagne, il n'y a pas un personnage qui apparaît et on ne se dit pas, il va nous offrir ça dans 2 ans. Alors, peut-être ce qui plaît aussi à ceux qui votent pour lui, qui sont ses plus proches supporters, c'est qu'il est raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne promet pas la lune. Mais il n'y a pas quelque chose qui se dégage de sa campagne. On ne retient pas une chose. Même en 2012, il y avait peut-être une telle envie de mettre dehors Sarkozy que ça suscitait un enthousiasme très fort derrière François Hollande. Mettre fin à ce qui se passait. Ou en 2007, Sarkozy avait fait une campagne dans laquelle il y avait beaucoup d'enthousiasme. On croyait à beaucoup de choses, on s'imaginait une autre France. Là, la continuité, c'est ça qui revient. On ne voit pas ce qui va changer, en fait. Et donc, c'est difficile de susciter l'enthousiasme ou que des mesures impriment quand on propose un projet et de droite et de gauche dont les gens ne voient pas bien, finalement, en quoi il va changer leur vie. D'accord. Et vous pouvez trouver beaucoup de paroles des lecteurs dans le live écrit qui est accessible sous notre live vidéo. C'est nos correspondants en région qui, depuis ce matin, recueillent des témoignages à la sortie des bureaux de vote. Et on constate aussi que les gens qui expliquent voter Macron
explique aussi beaucoup que c'est un vote par défaut. Et si c'est un vote d'adhésion, c'est sur des éléments assez faibles, où effectivement le programme apparaît peu. C'est souvent l'âge et la promesse de renouvellement, mais guère d'autres mesures. Dan, tu avais fait en quelque sorte un plan plus large sur cette région, évoqué par Mika, parce que c'était un reportage et une enquête à partir de la situation de Whirlpool sur la désindustrialisation massive de la région et vraiment l'effondrement de tout un tissu industriel. Oui, tout à fait. Nous, on est allé à Amiens il y a 2 mois pour rencontrer les salariés de l'usine Whirlpool dont la fermeture est annoncée pour l'année prochaine, en juin 2018. Toute la production s'en va en Pologne. C'est le groupe Whirlpool qui a décidé ça. Bon, ça concerne presque 300 salariés de l'usine, 400 sous-traitants et intérimaires. Donc c'est un choc, évidemment. À l'échelle de la France, c'est pas énorme. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est la 10e fois, 12e fois, 13e fois qu'une usine ferme à Amiens ou dans ses alentours très proches. Donc on avait envie d'aller voir et d'écouter ces gens pour savoir comment ils voyaient la situation, quoi. Et pendant toute la campagne, on s'est posé une question, c'est pourquoi personne, finalement, aucun des candidats ne parle de Whirlpool, ne parle de la fin des usines, ne parle de la désindustrialisation. Finalement, c'est arrivé assez tardivement, on l'a vu. Très tardivement, dans l'entre-deux-tours. Voilà, dans l'entre-deux-tours, quand Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont allés à Amiens le lors même jour. des débats des primaires, de la primaire de la droite et de la primaire de la gauche. Mais après, effectivement... Voilà. Donc là, c'est apparu en grand, et Emmanuel Macron... s'est pris, je pense, en plein visage le doute dont Mickaël parlait, le doute et la méfiance qu'il suscite. Après, en discutant avec les gens sur place, les ouvriers de l'usine, il a réussi à leur montrer qu'il savait les écouter, mais qu'il ne pouvait, en gros, rien leur promettre. Voilà. Et c'est un peu ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que les gens me disaient sur place, on n'est pas écoutés, tout le monde s'en fiche de nous, des usines comme la nôtre qui ferment, 300, 400 personnes, il y en a partout en France. Bref, on est perdu et on est les perdants des 10 années qui sont passées. Mais là, ce qu'il y a d'impressionnant dans votre article, c'est que c'est tout un bassin d'emploi qui est détruit. Donc, effectivement, pour les ouvriers de Whirlpool qui vont perdre leur boulot l'an prochain, l'horizon, c'est une sorte de désert 100 km à la ronde. L'horizon est très bouché. Ce qu'on dit, en gros, pour l'industrie, c'est qu'on trouve de l'intérim. On trouve parfois des CDD, mais on ne trouve plus de CDI, c'est fini, il n'y en a plus. Voilà. En fait, il faut avoir en tête que là, en 4-5 ans, dans la grande agglomération d'Amiens, il y a 3000 emplois industriels qui ont été perdus. C'est énorme, c'est beaucoup plus que pour toute la France. Et la perte d'emplois dans la région, enfin dans cette petite région, quoi, vraiment, cette agglomération, il y a 4 fois et demi plus d'emplois qui ont disparu en 5-6 ans que partout en France. Donc ça va très vite. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment très circonscrit sur les usines. En fait, il y a de l'emploi à Amiens, par exemple. Le plus gros employeur de la ville, c'est l'hôpital, 6 000 emplois. Il y a des centres d'appel que l'ancien maire, Gilles de Robien, a vraiment installés sur place et ça marche. Il y a 3 000 à 4 000 emplois. Il y a des administrations, il y a de l'emploi, mais il n'y a plus du tout d'usines. Il n'y en a plus. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent, qui tournent, mais ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que Whirlpool, c'est que des symboles, c'est une série de symboles. L'usine, alors elle est sur place dans cette zone industrielle d'Amiens depuis 1910, mais elle fait de l'électroménager depuis 1958, donc depuis la date de lancement de la Ve République, donc c'est comme un symbole. L'usine Whirlpool ferme, et en même temps, juste à côté, il y a Amazon qui va ouvrir un grand entrepôt. Alors c'est très cruel et très ironique, parce que dans cet entrepôt, Amazon va gérer pour toute la France et une partie de l'Europe des grosses marchandises. Donc c'est notamment de l'électroménager, notamment les sèche-linges qui étaient construits à Whirlpool, qui vont être délocalisés en Pologne et qui reviendront dans le centre d'Amazon. Et encore plus ironique, si on peut dire, l'ancien directeur de l'usine Whirlpool d'Amiens, actuellement, est en formation pour devenir directeur de centre Amazon. Donc il est possible qu'il retourne à Amiens. Directeur de ce centre. Voilà, c'est possible. Donc c'est une série de symboles. Est-ce que ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours, visite de Marine Le Pen sur le parking avec selfie, avec des militants FN et visite de Macron, est-ce que ça a pu accélérer la conclusion d'un accord ? Parce qu'il y a un accord qui a été conclu vendredi soir. Ça a pu peser ou pas du tout ? Il y avait une négociation. Voilà, il n'y avait pas vraiment. Moi, ce que j'ai senti, ce que tout le monde disait, c'est... En gros, tout le monde savait que c'était foutu. Donc les syndicats, ce qu'ils voulaient, c'était sécuriser des conditions dans lesquelles ils allaient partir, combien d'argent ils allaient toucher,
comment l'entreprise allait chercher des repreneurs. Et ça, c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Et le gouvernement et les politiques régionaux, Xavier Bertrand, qui est la tête de la grande région, par exemple, ils essayent de trouver des repreneurs. Après, c'est pas facile. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément grand-chose. Mais donc, vraiment, dans les têtes, c'était perdu, entre guillemets. Tout le monde savait que ça allait se finir comme ça. Personne ne croyait que Whirlpool allait rester. Enfin, c'était clair et net. Donc ça m'a frappé. Peut-être, je n'en sais rien, inciter la direction de Whirlpool à lâcher un peu plus d'argent pour conclure au plus vite cette affaire. C'est possible qu'il y a une grosse pression, une grosse attente. Je ne pense pas que la direction de Whirlpool ait un intérêt quelconque à maltraiter les salariés qu'elle va envoyer au chômage. C'est certain. Peut-être qu'ils s'en sortiront un petit peu mieux. Après, sur place, tout le monde a en tête un autre gros conflit social, qui est celui des Goodyear. Donc Goodyear, c'était une usine de pneus qui a fermé en 2014. Alors là, c'était beaucoup plus gros, c'est 1150 employés. Une énorme lutte sociale pendant des années. Bon, ils ont réussi à toucher pas mal d'argent. Une partie de la campagne présidentielle 2012. Les deux gros conflits, c'était Goodyear et Continental dans l'Oise. Voilà, et donc Goodyear, François Hollande était venu, avait fait des petites promesses, mais quand même, qu'il n'a pas tenu dans le sens où, bien sûr, il n'a pas sauvé les emplois. Et donc ça, c'est resté vraiment très fortement. Donc là, peut-être que effectivement, la direction de Whirlpool a essayé d'éviter un conflit social qui s'enliserait. Je rappelle que 7 salariés représentants syndicaux ont été condamnés à la prison avec sursis pour avoir retenu quelques heures des dirigeants dans l'usine. Enfin, ça a été un gros nœud dur, quoi. Voilà. Là, ça ne s'est pas passé. Après, moi, ce que j'ai aussi senti sur place, c'est que les salariés disaient tous « la seule qui nous écoute, qui nous entend, c'est Marine Le Pen ». Ils n'étaient vraiment pas forcément dupes des solutions. Mais ils disaient « au moins, on a l'impression qu'elle nous écoute ». Et donc, alors à Amiens même, comme à Arras, une grande ville où il y a quand même de l'emploi, les scores sont équivalents aux scores nationaux. Emmanuel Macron est arrivé en tête. Après, dans tout le croissant au nord, nord-est, jusqu'au nord-ouest et nord-est de Amiens, Marine Le Pen fait des scores monumentaux. Elle fait 40, 42%, 45% dans les communes qui étaient avant. Ces communes, c'était des bastions communistes. Là, elle fait des scores énormes et qui sont les mêmes scores qu'elle a fait au deuxième tour des élections régionales dans ces endroits. Donc, elle est très, très implantée. D'accord. Alors, il y a ce vote Le Pen lié directement à des crises sociales très graves. Et puis, il y a aussi ce qu'on va voir surgir ce soir, Hubert en parlait, c'est-à-dire le vote blanc, le vote nul ou l'abstention. Et dans plusieurs reportages qu'on a publiés, évidemment, tout ça est très présent. Lucie, toi, tu t'es rendue au Sable d'Olonne pour nous raconter comment une large partie de l'électorat de droite, ou bien entendait ne pas aller voter, ou éventuellement se reporter sur Marine Le Pen. Voilà, donc je suis allée au Sable d'Olonne parce qu'effectivement, François Fillon a fait le double quasiment de son score national, il était à 35%. Et puis par ailleurs, c'est en Vendée, on sait que la Vendée est très à droite. Et Retailleau, le bras droit de François Fillon. Donc voilà, c'était vraiment le cœur de l'électorat filloniste qu'on a essayé un peu de rencontrer. Et il se trouve également que c'est la ville maintenant la plus âgée de France, donc c'était vraiment des retraités de droite. Alors c'était quelques jours après le premier tour. Donc ce qu'on sentait quand même dans cet électorat de droite, c'était d'abord beaucoup d'amertume parce qu'il faut quand même se rappeler que la victoire était promise à la droite et que cet électorat qui s'était, notamment donc ces retraités qui s'étaient beaucoup mobilisés pour la primaire de la droite, avait réussi cette primaire et pensaient que la victoire était acquise à leur candidat. Donc, même si ils ont vu les affaires passer, ils pensaient encore que c'était jouable. Donc, les premiers jours après le résultat, il y avait encore beaucoup d'amertume et on avait du mal à parler à certains de ces électeurs qui, par ailleurs, étaient très remontés contre les médias. Dénoncer le complot des médias. Voilà. Donc c'est encore ce qui dominait à ce moment-là. Dénoncer le complot pour éliminer leur candidat et pour mettre en place le dauphin Macron qui serait le successeur naturel de François Hollande. Donc c'est vrai que Macron, représentant la succession de Hollande, parce qu'il est perçu comme ça, comme vraiment l'héritier naturel de Hollande. Qu'on a installé par cette espèce de coup d'État médiatico-politique. Donc il est détesté, il était détesté par beaucoup des électeurs de droite que j'ai pu rencontrer. Il faut aussi rappeler la campagne très très dure qu'a menée la droite contre lui et exclusivement contre lui. Si on compare dans tous les discours qu'a fait François Fillon sur les derniers mois, il s'est quand même focalisé sur Emmanuel Macron et pas du tout sur Marine Le Pen. Ce qui fait que cet électorat de droite était quand même très 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 remonté contre Emmanuel Macron, dont François Fillon
disait que voilà, il n'était pas porteur des valeurs de la famille. Ça, c'est des choses qui parlent beaucoup à cet électorat, notamment en Vendée, parce qu'on sait que c'était des bataillons de la Manif pour tous, où sens commun est très fort. Donc voilà, Macron est perçu comme ça. Et surtout comme voilà, le continuateur de ce quinquennat. À l'inverse, Marine Le Pen, ce qui aussi nous a frappés, il n'y a plus du tout le front républicain qu'on a pu voir en 2002 dans cet électorat de droite. C'est que vraiment, là, les digues ont totalement sauté. Donc, ils n'ont aucun problème à dire Macron, non, mais Marine Le Pen, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a pas du tout cette idée qu'elle représente l'extrême droite et qu'à cet égard, c'est éventuellement un tabou. Que, finalement, dans cet entre-deux tours, on a beaucoup parlé de la position de Jean-Luc Mélenchon et du fait qu'il n'appelait pas explicitement à voter pour Emmanuel Macron, qu'il se refusait à faire ce choix. Mais alors que de nombreux responsables de la droite l'ont fait, ont eux appelé à voter Macron, on voit que l'électorat ne suit pas. Ça passe plus du tout. Voilà. Alors, l'idée de consigne de vote ne passe plus du tout. Ouais. Ça, de toute façon, il y a un tel désaveu de toute façon pour les partis politiques. Là, il y a l'idée que voilà, c'est pas eux qui vont décider à leur place. Vraiment, c'était très très sensible pour eux. Et puis par ailleurs, il y avait quelque chose de relativement incompréhensible après la campagne qu'avait faite Fillon, notamment dans les dernières semaines. Tellement et uniquement, exclusivement contre Macron, ça a été perçu comme un retournement totalement incompréhensible pour son électorat. C'est-à-dire de dire le soir de sa défaite, moi je voterai Macron, après tout ce qu'il avait dit, ce sera la déconstruction des valeurs de la société, enfin des mots très très durs. Donc voilà, cet électorat, quelque part, s'est dit, bon, il fait peut-être ça, ça doit être encore des histoires d'appareils, mais nous, on ne le suit pas. Donc voilà. Mais ce que tu en retiens, c'est que pour une large part, il est prêt à voter Le Pen. Bah beaucoup. Alors, c'est un reportage qui a été fait avant le débat, de l'entre-deux tours. Ça ne mesure pas l'impact du débat et quand même la surprise d'une Marine Le Pen. Voilà, sans doute. Et c'était plus sans doute. Enfin, il y avait déjà, voilà, on était dans l'amertume, l'antimacronisme, parce que c'était la continuation de Hollande. Quand même. Il y a des thèmes très forts qui revenaient chez eux. C'est quand même la question de l'immigration, où là, on sent que c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Et là-dessus, ils ont parfois des paroles qui sont celles très exactement de l'électorat frontiste, sur l'invasion. Enfin voilà, c'est vraiment d'abord quelque chose qui les préoccupe. La sécurité, là-dessus... Si Macron est perçu comme socialiste, il est perçu comme laxiste, donc ça leur plaît pas non plus. Voilà, donc là, il y avait un certain brouillage, et effectivement, en tout cas, sur le vote de Marine Le Pen, il y a une vraie... Ils sont vraiment en phase avec beaucoup des points de son programme. Après, la vraie barrière, ce qui était intéressant, la vraie barrière, c'était l'euro. Ce qui faisait peur à ces retraités, qui sont, il se trouve là, des retraités qui ont une petite épargne, c'est quand même quitter l'euro, là, tout d'un coup, ils avaient l'impression que c'était un saut dans le vide. Et je pense que c'est pas... Ça, c'est plusieurs témoignages également qu'on a recueillis aujourd'hui, là, à la sortie des bureaux de vote, de gens hésitant très fortement sur cette question-là. Voilà, sur ce point-là. Et je pense que c'est pas innocent si, dans l'accord qui s'est fait dans l'entre-deux tours avec Nicolas Dupont-Aignan, ce point est revenu. C'est que sans doute, d'ailleurs, elle a dû le percevoir, il fallait rassurer un peu cet électorat qui vraiment était prêt à aller vers elle. Il y a eu beaucoup de commerçants, enfin voilà, qui sont vraiment totalement en phase avec parfois un discours poujadiste. Voilà. Mais sur cette question de l'euro, elle a essayé, mais du coup ça a été perçu sans doute. Personne n'a rien compris quand même. Voilà. Sauf que c'est vrai que son discours n'était plus tout à fait clair. Mais Dupont-Aignan a dû essayer d'apporter cette petite nuance qui aurait pu faire basculer cet électorat vers le Front National. D'accord, merci. Alors, il y a aussi ceux que cette élection n'intéresse pas ou qui sont décidés pour des raisons politiques à ne pas aller voter. Et tu en as rencontré beaucoup, Faiza, en allant dans les deux universités de Lyon, Lyon 2 et Lyon 3, qui ont justement des profils politiques très différents. Mais on voit quand même massivement des étudiants qui sont bien décidés à passer leur tour. Voilà, l'idée, c'était d'aller voir les étudiants parce qu'on a tous gardé en mémoire les images post-21 avril 2002 avec ces manifestations de masse où la jeunesse était présente en grand nombre. Et là, en comparaison,
la jeunesse est beaucoup moins descendue dans la rue. Donc l'idée, c'était d'aller voir à Lyon 2, qui est une fac marquée à gauche, très, très militante, et puis Lyon 3, qui est traditionnellement marquée à droite, dans laquelle le GUD, donc le groupe Union Défense, essaye de pénétrer en essayant de créer un vague syndicat étudiant, chose à laquelle, pour le moment, ils n'arrivent absolument pas. Mais ils marquent leur présence en distribuant des tracts à intervalles réguliers à la sortie de l'université. Et puis, il y a eu plusieurs agressions, dont pendant les manifestations contre la loi travail. Donc voilà, c'est un peu cette ambiance particulière qui nous a semblé intéressante de raconter. Pas mal de... Et en fait, il n'y a pas eu véritablement de mobilisation pour protester contre la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour. Non, il y a eu des tentatives, il y a eu des réflexions. Par exemple, on a assisté à une assemblée générale. Il y avait une trentaine d'étudiants, donc c'est pas énorme. Certains venus d'autres établissements. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse était assez claire, c'était on appelle à voter ni Macron ni Le Pen, parce que pour différentes raisons, ce sont nos ennemis. Donc la plupart et là, ça reprenait quoi? C'est l'argumentaire de la France insoumise? Oui, et l'argument, c'était le slogan qui résume pour eux leur défiance à l'égard des deux candidats, c'est ni patrie, ni patron. Donc Emmanuel Macron, encore une fois, il garde le stigmate de la loi travail parce que beaucoup de ces jeunes ont défilé contre la loi travail, qu'ils imputent à Emmanuel Macron. Ils disent que c'est lui l'architecte réel de cette loi, ce n'est pas Myriam El Khomri. Donc si on veut une société dans laquelle on va devoir être dans la rue tout le temps, votons Macron. Donc pour eux, vraiment, c'était hors de question. Tout en disant qu'il ne faut pas une voix pour Marine Le Pen, parce que, effectivement, pour eux, Marine Le Pen reste un ennemi, même si ce qui est assez frappant, c'est de voir que cette génération, qui a à peu près 20 ans, n'a pas du tout la même perception que les générations antérieures de Marine Le Pen. Ils m'ont tous expliqué, mais vous comprenez, en fait, pour nous, Marine Le Pen, c'est pas le diable. Nous, on a grandi, ils avaient 5 ans en 2002. Eux, ils ont grandi avec cette stratégie de dédiabolisation et de normalisation du Front National. Ce reportage, il était fait avant le débat de l'entre-deux tours. Parce que quand même, l'événement du débat de l'entre-deux tours, c'est justement le dévoilement du vrai visage de Marine Le Pen. Et comment cette stratégie de dédiabolisation tombe d'un seul coup en morceaux. Mais pour eux, ils sont assez... ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, sont assez politisés. Ils ont assez bien identifié les faiblesses, les défauts, les impasses du programme de Marine Le Pen. Donc là-dessus, ils sont assez au clair. Mais malgré tout, il y a cette réticence très forte à aller voter pour Emmanuel Macron parce qu'il représente tout ce que ces jeunes combattent. Certains m'ont expliqué qu'ils allaient faire une entorse et aller voter paralysés par une possible victoire de Marine Le Pen. Et donc, il y a une étudiante qui me racontait qu'elle avait mis sur Facebook un statut où elle avait mis juste « No Passaran » et qu'elle s'était fait lyncher par ses amis plutôt tendance Mélenchon qui lui avait dit « c'est un scandale, tu ne peux pas aller voter », même pour barrer la voie au Front National, parce que cette idée de toute façon de barrage républicain n'est pas opérante pour ces jeunes. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une position tactique? Parce que ça, on l'a vu par exemple dans beaucoup de commentaires de Mediapart, de gens qui disaient, bon, je ne vote pas Macron, mais quand même, je vérifierai le dimanche matin ou le vendredi soir si, en gros, les sondages nous donnent une victoire assurée de Macron, mais si c'est serré, au dernier moment, j'irai quand même voter pour lui. Oui, parce que, il y a eu peut-être ces stratégies, mais parmi ces étudiants, évidemment, certains m'ont dit qu'ils allaient voter Macron sans grande conviction. Ils partagent un peu l'analyse des autres électeurs avec lesquels nous avons parlé. Il y en a une étudiante me disait, par exemple, Macron, c'est le candidat du vide, mais je vais voter quand même pour lui, parce que, effectivement, pour certains, le péril frontiste est supérieur. Donc, mais
du reste, il ne fait pas rêver la jeunesse qui reste beaucoup... qui reste très déçu du quinquennat Hollande, parce que cette priorité à la jeunesse, ils l'ont en travers de la gorge, parce qu'ils considèrent qu'effectivement, rien n'a été fait pour eux. Et par ailleurs, les forces de mobilisation sont assez absentes. Les syndicats étudiants sont complètement atones dans ce paysage. Ils n'arrivent pas à mobiliser. Même avec du tractage, essayer d'appeler à des rassemblements, ça ne fonctionne absolument pas. Tout se fait un petit peu en marge, comme on l'a vu pendant Nuit debout, ou les manifestations contre la loi travail. C'est vrai, comme tu suis les universités, ce qu'il y a de surprenant dans cet entre-deux tours, c'est qu'il n'y a eu pratiquement aucune mobilisation d'aucune sorte dans toutes les universités françaises. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il y a eu des mails de présidents d'université appelant clairement à voter Macron. Mais effectivement, les enseignants ou même les étudiants ne se sont pas mobilisés largement. Après, c'est une période de partiel, donc le calendrier n'est pas favorable à la mobilisation. Mais par ailleurs, ce qui ressortait aussi, c'est le traumatisme des manifestations. Beaucoup me racontaient qu'ils étaient un petit peu échaudés par la répression pendant les manifestations contre la loi sur le travail, et qu'aujourd'hui, pour descendre dans la rue, il fallait accepter de se faire gazer et qu'ils n'étaient pas forcément... qu'il est devenu difficile de manifester, parce qu'on voyait il y a quelques jours une manifestation des lycéens à quelques centaines de mètres de nos locaux, et immédiatement, c'était gaz et charges policières. Voilà, et du coup, ça, forcément, de l'extérieur... ça dissuade les gens de se mobiliser, tout simplement. Dan, dans ce que tu as vu à Amiens, il y a un vote FN, vote ouvrier, vote populaire FN, qui est maintenant revendiqué, qui est totalement assumé, ou ça reste... C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu... Ce qui est revendiqué, c'est de dire... Elle nous comprend, elle nous écoute. C'est un peu moins revendiqué d'aller jusqu'à dire « mais on vote pour elle ». Moi, je retiens en fait une phrase qu'une syndicaliste implantée depuis les années 70 à Flic-Secours, à côté de d'Amiens, qui était vraiment un des bastions ouvriers de la région. Ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment important. Elle me dit « le FN, ça marche parce que, en fait, finalement, pour nous, autour de nous, la peur de l'étranger, c'est la peur de perdre son travail. L'étranger, c'est celui qui vient piquer le boulot. C'est ça qui est resté. Donc ça, c'est complètement intégré. C'est délocalisation, travailleurs détachés. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et principalement, dans ce coin-là, délocalisation, parce que toutes les usines sont parties en Pologne, enfin, en gros. D'abord, dans les années 80-90, dans le Maghreb, puis en Europe de l'Est. Donc ça, c'est complètement intégré, qu'elle saurait faire quelque chose, ou bien elle essayerait de faire quelque chose. Ensuite, le pas de dire « mais moi, je vote FN », jusque-là, c'était relativement peu dit. Et par exemple, les militants Front National de la région étaient très peu visibles pendant très longtemps. Ça fait que quelques toutes petites années, qu'on les voit à l'extérieur. Donc pas encore tout à fait. C'est un classique du genre. Et là, il y avait le problème aujourd'hui de la tenue des bureaux de vote, puisque ni le FN ni En Marche n'étaient capables de fournir le nombre suffisant de personnes pour tenir les bureaux. Et bon nombre de municipalités ont dû mobiliser les employés municipaux, etc. Lucie, au Sable d'Olonne, c'est plus tranquille, je dirais, c'est plus assumé, ça se dit, même si c'est aussi des votes d'opportunité, on le sent quand même. Le vote FN, oui, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est plus du tout un tabou, ça, ça se dit. C'est pour une part aussi un vote de colère, c'était dire on nous a volé notre élection, donc c'est pas toujours de l'adhésion non plus au Front National, mais plutôt une défiance généralisée quand même, qui est très très forte. Je pense qu'il faut vraiment, c'est une spécificité de cette élection quand même. Je pense que la défiance à l'égard des partis, à l'égard des médias, a sans doute jamais été aussi forte. Mais donc alors, le vote FN était encore une façon de dire, nous on fait ce qu'on veut, on vous emmerde. Ça, selon toi, et sans du tout faire des pronostics ou de la boule de cristal, comment ça peut se traduire pour les législatives ? C'est-à-dire cet électorat-là, il va rester républicain aux législatives en se disant
c'est, comme le dit François Baroin, qui mène la campagne des Républicains, en disant c'est le 3e tour et c'est le moment pour nous de l'emporter, ou écœuré par la défaite de Fillon, il va s'abstenir ou partir au Front National? Tout dépend un peu de la dynamique que les Républicains vont réussir, tant bien que mal, à reconstituer là, dans les semaines qui viennent. C'est vrai que ça va être quand même très très compliqué, puisque ils n'ont plus de leader. Fillon est quand même parti dans l'opprobre. Enfin, c'est quand même très, très difficile pour la droite. Sans doute que cet électorat, c'est vraiment là où François Fillon a réussi quelque chose d'assez fort au primaire, c'est qu'il a quand même réussi à réunir sa famille. Il avait mis en ordre de marche vraiment la droite. Donc c'est pour ça que, par exemple, Bruno Retailleau disait, finalement, OK, on n'a plus notre candidat, mais il faut rester sur cette ligne parce qu'il a réussi cet alliage à la fois sur les valeurs, à la fois sur le libéralisme, finalement. C'est ça qu'attend l'électorat de droite. Donc pour les législatives, là, c'est quand même une course contre la montre pour arriver à présenter quelque chose qui se tient à peu près dans les semaines qui viennent. Sans doute qu'une partie va effectivement se perdre dans la nature et peut-être rester dans des votes extrêmes, en tout cas pour le Front National. Et alors, à partir de ce scénario qui est le plus probable, puisque Macron fait figure de très très grand favori, de ce que vous avez vu, est-ce que l'effet de réalité que produirait un Macron élu peut déclencher des choses nouvelles, c'est-à-dire pour les législatives, c'est-à-dire une mobilisation? Vu ce qu'on lit de ce que tu as entendu à Arras, justement sur la distance du personnage, sa méconnaissance, etc., est-ce qu'il peut y avoir un moment où du coup se crée une dynamique? Ou ça te semble très très improbable? Moi j'ai une grande interrogation en fait sur le moment où il va nommer un Premier ministre. Je pense que ça va avoir un effet de révélation pour une partie de son électorat. C'est-à-dire s'il met quelqu'un de gauche, toute la droite qui a voté pour lui va hurler. S'il met quelqu'un de droite, toute la gauche, Hollande, centre-gauche qui a voté pour lui, va dire mais on ne s'attendait pas à avoir quelqu'un aussi à droite. Donc s'il ne met pas, comme on ne voit pas qui va mettre société civile, quelqu'un d'En Marche, il n'y a pas de figure qui ressort pour l'instant. Enfin, Mathieu Magnodex l'a raconté mieux que moi à Mediapart. Figure du centre, il n'y en a pas 36. Donc là, il y a un gros point d'interrogation. Et pour moi, c'est la première grande question et elle va survenir immédiatement après son élection. Alors, je ne pense pas que ça va faire descendre les gens dans les rues, mais en termes de dynamique pour les législatives, ça va être un moment très important quand même, ce gouvernement, parce que franchement, on n'a aucune idée de ce que va être le gouvernement de demain. Oui, alors après, on connaît toujours une sorte d'emballement, d'état de grâce qui ne dure pas longtemps et qui risque de ne pas durer longtemps. Je crois que pour la première fois, l'état de grâce, ça va être l'état de même disgrâce. Pas quelques jours. En tout cas, il prend ce risque dès le moment où il va nommer un Premier ministre et on va voir quel ministre il met. En plus, il a dit chez nous que ce ne serait pas un Premier ministre de transition, mais son Premier ministre. On va savoir quand même. On va y voir clair. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont en aveugle sur Macron. C'est-à-dire qu'ils votent pour lui parce que c'est celui qui fait office de barrage ou celui qui rassemble le plus de voix, mais enfin sans trop savoir où ils vont. Et là, ils vont se retrouver effectivement avec ce défi du renouvellement qu'il a expliqué chez nous, ce défi des vieilles têtes qui veulent plus voir et qui vont réapparaître, ce défi des vieux partis qui voulaient plus voir et qui vont réapparaître. Et donc, d'entrée de jeu, quasiment, il va être confronté à quelque chose de très hostile, probablement. Donc, je pense que la dynamique habituelle, qui est le président arrive par un mouvement, par cette idée de grâce et tout, à avoir une majorité, à des gens qui... Parce que voilà, les gens ont envie de donner à celui qu'ils ont élu les moyens de faire quand même son programme. Je pense que ça risque d'être plus compliqué. J'en sais rien, mais ça va être plus compliqué. Dan, dans ce que tu voyais dans la région d'Amiens, tu penses que pour les législatives, il peut y avoir dans des configurations locales des mobilisations particulières ou qu'on va rester dans... Il y en a une quand même, c'est que le candidat des législatives pour toute la gauche, à gauche du PS, c'est François Ruffin. Donc François Ruffin, journaliste, fondateur du journal militant local qui s'appelle Fakir et réalisateur du film Merci Patron qui a fait plus de... énorme succès. Voilà, qui a eu un César, qui a fait plus de 500 000 spectateurs. Pour le coup, il laboure le terrain, il travaille, il est dans toutes les mobilisations, il soutient les gens de Whirlpool. Il a essayé de lancer un mot d'ordre de boycott des produits Whirlpool en France. Bon, il peut quand même... Il est très présent, il a une vraie équipe de campagne. Oui, il est très présent. Moi, ce que j'avais vu, mais c'était il y a 2 mois, ça prenait pas... En gros, on reconnaissait son travail, on reconnaissait... Voilà, il avait de l'ardeur à la tâche et il était vraiment sérieux et il avait une conscience de classe, pour le coup, très forte. Après, ça n'avait pas beaucoup pris.
depuis, on l'a vu sur le parking de Whirlpool, quand Emmanuel Macron est venu et qu'il était vraiment en difficulté, en gros, Ruffin a intervenu et l'a installé un peu comme un interlocuteur politique. Il a discuté avec lui, il a dit qu'il était opposé à lui, mais il l'a fait parler, il a reconnu qu'il avait du courage de venir sur place. Donc là, il y a quand même une mobilisation qui est assez intéressante. Après, la circonscription d'Amiens est intéressante, parce qu'il y a Ruffin. Pour le Parti socialiste, où je ne sais pas exactement quelle sera la configuration, mais c'est Pascal Boistard, qui est ministre. Et à l'extrême droite, c'est un acteur un peu connu, qui est Franck Delapersonne. Donc chacun a un peu une carte qu'il essaiera de jouer. Oui, qui est un des hauts responsables du Front National. Qui a rejoint en fait très tard, mais qui a pris en gros la carte Monsieur Culture du Front National, quoi. Voilà. Ou un peu People aussi. Bon, ça c'est une circonscription qu'on va raconter. Voilà, c'est assez intéressant. On racontera là dans les semaines à venir. On va s'arrêter là parce qu'il est 19h56. Edoui Plenel et Stéphane Aliès vont animer cette soirée électorale à partir de 20h. Et puis Hubert Huertas nous donnera le résultat principal, et puis plein d'autres résultats et des premières réactions. On vous retrouve tout de suite, le temps de changer le dispositif d'ici 1 ou 2 minutes. À tout de suite, merci.